La période qui est devant nous, elle est extrêmement anxiogène. On a peur, on ne sait pas par quelle boule prendre. On voit bien que notre société est en train de s'effondrer, mais dès qu'on parle d'effondrement, les gens ont tendance à relever des boucliers. Et je me suis posé cette question de savoir, est-ce qu'on a déjà eu d'abord des sociétés qui se sont effondrées ? Comment elles se sont effondrées? Qu'est-ce que ça a donné par la suite? Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Dominique Desjeux. Dominique Desjeux, c'est un anthropologue qui est professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne Sciences Humaines, qui est chargé sur contrat international, qui est auteur, entre autres, d'un livre qui s'appelle Du marché des dieux et comment naissent les innovations religieuses du judaïsme au christianisme, qui est sorti aux presses universitaires de France. Et avec Dominique, on parle de nombreux sujets. On parle du pouvoir. On parle du pouvoir via l'énergie, on parle des crises et de ce qu'ont généré les crises climatiques, puisque c'est déjà arrivé par le passé. On parle évidemment de la situation actuelle, de la transformation de l'agriculture, des croyances qui naissent, de l'impact évidemment de ces crises, du lien entre la religion et l'innovation. Bref, on parle de très nombreux sujets sur une heure qui est vraiment dense, vous allez voir. C'est une discussion vraiment intéressante que je vous laisse écouter. Allez, Blanc, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Dominique. Bonjour. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? Très très bien, oui. Bon, c'est l'été qui commence, c'est parfait. On est dans une société où on voit de plus en plus des problèmes s'accumuler. En particulier, je pense à la crise du Covid et puis maintenant l'inflation, la guerre en Ukraine. On nous parle beaucoup d'écologie de plus en plus, et puis on peut remarquer quand même qu'il a beaucoup moins plu et qu'il y a des problèmes de sécheresse en France et un peu partout en Europe, entre autres. On voit bien qu'en fait notre système il est un peu en train de s'effondrer, et ça angoisse beaucoup de monde. Et là, je vais demander à l'anthropologue, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire humaine qu'une société comme ça s'effondre? Et est-ce que c'est... il faut le prendre avec beaucoup de hauteur et se dire c'est une opportunité, ou est-ce que dans l'histoire on n'a pas vraiment rencontré ça et effectivement on peut être inquiet? Merci beaucoup pour cette question qui est extrêmement complexe. Et en général, quand on répond merci beaucoup pour la question, c'est pour prendre le temps de trouver comment y répondre. C'est un vieux truc de rhétorique en politique. Mais ce qui est effectivement intéressant, c'est pour moi de rappeler qu'il y a déjà eu des grandes crises ou des formes d'effondrement dans l'histoire. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que si on sait que ce n'est pas la première fois, ça veut dire que tout ne s'est pas arrêté, et donc on a trouvé des solutions pour trouver de nouvelles bifurcations dans l'histoire. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Et je crois que là, un des effondrements les plus célèbres s'est passé à peu près au XIIe siècle avant notre ère. Il y en a eu d'autres après qu'on a oubliés, comme par exemple la Grande Peste, je crois que c'est au XVe siècle, vers 1430, 1445, je crois. Mais ce grand effondrement du XIIe siècle, il a fait l'objet du reste de 3 documentaires très intéressants sur Arte qui sont en cours et qu'on peut tout à fait les regarder pour comprendre la cause de cet effondrement. Il s'appelle comment, les documentaires? J'ai oublié le nom du documentaire, mais c'est sur les crises climatiques ou l'importance des crises climatiques dans les grands changements historiques. D'accord. Et pour ma part, j'ai eu à faire une recherche pour comprendre l'origine du monothéisme, d'abord juif puis chrétien. Et à travers cette recherche, je suis tombé sur un moment historique, qui est donc ce moment où l'Empire égyptien, l'Empire hittite qui est en Anatolie, donc en Turquie d'aujourd'hui, et surtout l'Empire mycénien, se sont effondrés. Et pendant longtemps, on s'est demandé pourquoi. Et il y a un historien anglais qui s'appelle Klein, C-L-I-N-E, qui est assez intéressant. On le voit tout à fait dans le documentaire du reste d'Arte. Moi, je l'avais jamais vu. Et cet historien va expliquer qu'en fait, au XIIe siècle, il y a eu une immense sécheresse. Et cette sécheresse a notamment touché le Nil. Et le Nil, c'était le grenier à riz de l'Égypte et même d'une partie de la Méditerranée. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque-là, du fait de cette sécheresse, la plupart des sociétés, et à l'époque, elles n'étaient pas très nombreuses, mais les grandes sociétés comme l'Égypte, n'ont plus de quoi s'alimenter. Et donc, il a fallu changer de système. Et ça a touché notamment l'Empire mycénien, donc c'est autour de la mer Égée, autour de la Grèce, on va dire, et de Chypre, qui, lui, contrôlait le commerce du cuivre. Et le cuivre, c'était le métal stratégique
pour faire la guerre, pour faire le commerce, pour s'alimenter, pour faire tous les outils dont on avait besoin. Et donc, c'était un commerce central, comme aujourd'hui, celui qui contrôle le charbon ou qui contrôle le cuivre encore pour l'électricité, ben, il contrôle une partie de l'économie. Et comme il s'est effondré, c'est un groupe de forgerons au sud de la mer Morte, donc au sud d'Israël aujourd'hui, entre la mer Morte et la mer Rouge, il y a des montagnes, et dans ces montagnes, il y a du cuivre. Et ce groupe de forgerons a pris le pouvoir grâce à leur capacité à maîtriser le cuivre, et c'est eux qui se sont mis à contrôler le commerce du cuivre en Méditerranée. Et ils avaient un dieu qui s'appelait Yahvé, et le roi David, c'est à peu près au 10e, 11e siècle, qui était en train de créer son royaume. Avant Jésus-Christ, hein, je précise. Absolument, tu as raison de rappeler ça, avant Jésus-Christ. Donc c'est à peu près 10e, 11e siècle avant Jésus-Christ. Et David s'est dit, mais voilà un roi puissant, un dieu puissant, puisque le groupe des Kénites est très puissant, et donc ça veut dire qu'il a un dieu puissant, moi je vais adopter ce dieu-là. Et à cette époque-là, tout le monde était polythéiste. Et dans le polythéisme, l'habitude était de récupérer tous les dieux qui étaient puissants et qui pouvaient être efficaces. Donc voilà un effet à la fois négatif évidemment pour l'Égypte, pour les Hittites, mais qui a été positif notamment pour les Juifs au début d'Israël, on va dire, et aussi pour d'autres populations qui se sont libérées du joug de la domination égyptienne ou hittite. Et la conclusion provisoire, c'est que quand il y a une crise, évidemment, il y a des souffrances, mais il y en a qui gagnent et il y en a qui perdent. Donc, ce n'est pas une réponse simple en disant la crise, tout va s'effondrer. C'est quand il y a une crise, ça rebat les cartes du jeu. C'est ça qui est important à retenir. Et en particulier, ce qui est intéressant dans ce que tu décris, en parlant du cuivre, c'est que les matières premières sont souvent un outil, on va dire, de pouvoir, et que ceux qui les possèdent possèdent le pouvoir également. Il y a vraiment ça, et quand on regarde, si on reprojette avec aujourd'hui, il y a évidemment les énergies fossiles, donc le pétrole, le gaz, le charbon. Il n'y en a pas vraiment beaucoup en Europe, et aussi c'est ce qui explique pourquoi quelque part Poutine s'est donné la permission d'aller faire la guerre en étant très sûr que le gaz et l'eau d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'eau aussi en Russie, pouvait lui donner une sorte de position stratégique qui lui permettait de faire pression sur les autres sans que finalement l'Europe ou les États-Unis réagissent. Bon, ça s'est pas passé comme il avait prévu. Mais il y a aussi cette idée, et demain on va se poser la question de l'énergie demain, c'est sans doute, il y a une partie du nucléaire, il y a aussi une partie d'énergie solaire, énergie des mers, et qui va maîtriser ces flux-là, les technologies qui sont derrière en particulier, pour savoir qui va avoir le pouvoir demain. Il y a vraiment cette idée derrière aussi, quelque part, non ? Pour moi, ce que tu dis, c'est absolument central. Alors, j'associe deux choses. J'associe à la fois le fait de contrôler une matière première ou une forme d'énergie ou une technologie, et le fait que cette technologie ou cette matière première soit stratégique, et donc que son contrôle corresponde à une incertitude pour ceux qui ne l'ont pas. Parce qu'une matière première stratégique, mais qui est dispersée partout, où tout le monde peut l'avoir, ne crée pas de rapport de pouvoir. Par contre, dès qu'il y a rareté, il y a incertitude, et là, il y a des relations de pouvoir pour contrôler cette zone d'incertitude. Alors, si on reprend l'énergie, là encore, en termes d'histoire, ça nous permet aussi de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. De façon un peu rapide, mais on comprend bien que c'est autour du XVIIIe siècle que tout a changé. Et pourquoi ? Avant le XVIIIe siècle, tout ce qui était énergie, c'était ce qu'on appelle des bioénergies. C'est-à-dire fondé sur l'homme, la femme, les animaux comme le cheval, le chameau, etc. Et aussi, bien évidemment, l'eau, le feu et le vent. Et évidemment le soleil aussi pour la photosynthèse. Donc toutes ces bioénergies étaient à peu près équivalentes dans l'ensemble du monde. Et qu'est-ce qui faisait qu'un État devenait plus puissant ? C'était lié principalement à son armée. À son armée, aux technologies militaires et aux capacités stratégiques qui faisaient que telle capacité de technologie militaire était plus puissante qu'une autre. Il n'y a qu'à penser à Azincourt. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est pendant la guerre de 100 ans, je crois que c'est vers le XVe siècle,
Et à l'époque, les chevaliers français étaient à cheval. En face, ils avaient les archers qui étaient à pied. Et pour eux, ils étaient un peu méprisables. Et ils ont complètement sous-estimé que les arcs et les flèches allaient les décimer. Ou bien quand on regarde les grandes invasions mongoles, une des grandes forces des Mongols, ils étaient organisés par des petits groupes militaires de 10 cavaliers. Et du reste, s'il y en avait un ou deux qui s'enfuyaient, c'était l'ensemble des 10, enfin ceux qui restaient, qui étaient tués. Donc ça maintenait la cohésion et ça évitait qu'il y en ait trop qui s'en aillent. Et leur force était de pouvoir tirer à l'arc, à cheval, alors que d'autres ne savaient pas le faire. Et qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe siècle? On a complètement changé de régime énergétique. Pour moi, la grande différence au XVIIIe siècle, c'est vers 1760, 1750, avant ou après, c'est que les Anglais, en Angleterre, ils avaient un problème très spécial qui était qu'ils avaient une courbe démographique beaucoup plus forte que la capacité qu'ils avaient de nourrir tous les gens qui allaient naître. Ils n'avaient pas assez de terre et donc quelque part, ils se sont retrouvés avec un déficit de terre, soit pour avoir assez de moutons, lequel donne la laine, lequel donne les vêtements, soit ils n'avaient pas assez de bois pour faire le feu qui permettait une petite métallurgie ou encore d'autres choses, ou pas assez de bois pour construire les maisons. Et du fait de cette crise, alors qu'au même moment, c'est intéressant à retenir en termes d'histoire, la Chine était à peu près équivalente en termes économiques. La Chine n'avait aucun retard par rapport à l'Europe et même leur système de tissage était quasiment les mêmes à part un petit élément technique comme le raconte l'historien américain Pomerantz. Mais la Chine n'avait pas ce problème démographique parce qu'elle avait les grands fleuves et ces grands fleuves suffisaient encore comme réserve de riz si on était au sud ou de réserve de blé si on était au nord. On en produisait assez, ça veut dire. Et donc l'Angleterre était beaucoup plus menacée que la Chine. De ce fait, ils ont développé deux choses. Un, la colonisation américaine, et après ça canadienne, et après ça indienne. Et grâce à la colonisation américaine, ils ont eu du coton, et donc ils ont eu de quoi habiller tout le monde. Et puis, grâce ils ont eu la deuxième idée, ça a été d'exploiter le charbon. Et grâce au charbon, ils ont développé l'industrie et là, on arrive à ce qu'on appelle classiquement la révolution industrielle. Mais ce qu'on oublie souvent quand on parle de la révolution industrielle, c'est qu'elle a été due à une révolution énergétique, laquelle a des effets jusqu'à aujourd'hui et qui est à la source de tous nos problèmes. Donc à la fois, la révolution énergétique grâce au charbon, puis au pétrole ensuite et à l'électricité, à la fois a résolu un nombre de problèmes très importants. Donc ça a été positif en termes alimentaires, en termes industriels, en termes de déplacement. Ça a permis tout ce qu'on a connu après, en termes militaires évidemment, puisque ça a permis les canons, donc c'était ambivalent. Ça a été aussi une source d'exploitation quand on regarde les ouvriers dans la mine, etc. Mais ça a aussi permis donc une croissance et un développement d'une partie des pays, notamment occidentaux. Mais ça a aussi produit ce qu'on connaît aujourd'hui, le réchauffement climatique, qui aurait démarré à peu près quand on regarde la courbe de CO2, c'est vers 1850, c'est-à-dire au moment où la société industrielle se développe à plein et donc où on utilise énormément de charbon et donc on produit énormément de CO2. La seule chose qu'il faudrait absolument comprendre aujourd'hui, c'est, et là on va revenir aussi à l'histoire, dans les années 2000, qu'est-ce qui fait il y a un réchauffement climatique et quelle est la part quelque part de l'homme et quelle est la part des grands mouvements aussi de réchauffement ou de refroidissement climatique. Par exemple, entre le premier siècle avant notre ère jusqu'au deuxième siècle avant notre ère, il y a eu ce qu'on a appelé l'optimum climatique romain. Ça veut dire que la Méditerranée a eu 2 degrés de plus et ce qui a été très favorable en termes agricoles. Et les Romains regorgeaient de blé qui était l'aliment alimentaire stratégique pour contrôler l'ensemble de la Méditerranée. Et quand cet optimum a disparu, on a commencé à voir le déclin de l'Empire romain. C'est la thèse, par exemple, d'un historien américain, Kyle Harper, qui est très intéressante et qui va nous montrer comment on peut faire l'histoire à partir des crises climatiques. C'est extrêmement d'actualité. Quand on voit qu'aujourd'hui, on est effectivement soumis à une crise climatique dont le ressort principal, c'est l'usage des énergies fossiles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une bataille très importante pour savoir comment faire
pour à la fois continuer à avoir de l'énergie pour fonctionner dans la vie quotidienne. Il n'y a pas de vie quotidienne sans énergie. Quand j'entends dire, par exemple, qu'une bonne énergie est une énergie qui n'a pas été dépensée, je comprends même pas comment on puisse dire ça, puisque l'énergie, c'est vital. C'est comme si on voulait plus d'hydrogène ou plus d'oxygène. Ça n'a pas de sens. Le problème, c'est la source et la nature de l'énergie. Pour revenir, en fait, toi, tu as analysé le développement des religions monothéistes. Donc, je serais curieux aussi de comprendre comment elles sont nées à ce moment-là. Est-ce que c'est le comportement que les gens ont adopté, alors je ne sais pas si tu as la réponse, cela dit, dans cet empire mycénien qui s'effondrait, c'est-à-dire que d'un coup, ils sont devenus plus frugaux également. Je ne sais pas s'il y a des papiers là-dessus. Je pense pas que les gens ont été plus frugaux de fait, c'est qu'ils n'avaient plus à bouffer. On a des traces. Si par exemple on prend dans la Bible, il faut en prendre et en laisser en termes d'histoire. Je parle pas du tout de théologie, mais en termes d'histoire. Dans l'Ancien Testament, il y a des choses qui sont historiquement avérées, d'autres qui sont plutôt qui relèvent de la mythologie, comme la mythologie grecque ou romaine. Donc, c'est normal aussi, hein, mais c'est pas l'histoire. Il y a quand même une histoire intéressante, c'est celle de Joseph, qui avait été vendu par ses frères d'après la Bible. Donc c'était une des 12 tribus d'Israël. Et puis à un moment donné, Joseph est devenu le grand échanson, celui qui organisait tous les greniers royaux en Égypte. Et il avait fait un rêve du reste qu'il y aurait 7 années de vaches grasses, puis 7 années de vaches maigres. Et ce rêve est très symbolique de ce qui se passait régulièrement du reste en Égypte, mais qui était encore plus fort là avec la sécheresse du XIIe siècle, c'est que on aurait de la sécheresse. Cette sécheresse a commencé par frapper l'Israël ou la Palestine de l'époque, ou le pays de Canaan. La Palestine, ça veut dire pays des Philistins, hein, et les Philistins étaient ceux qui habitaient le pays à l'époque. Et donc les frères de Joseph sont venus en Égypte parce que du fait de ce rêve, le pharaon avait fait des grandes réserves de blé. En réalité, historiquement, tout le monde le sait, dès qu'on est un pays à céréales avec un pouvoir central, on fait des réserves de blé, on fait des stocks en prévision des périodes de sécheresse. Et eux, ils sont venus et ils ont comme ça eu du blé. Mais le problème, c'est qu'ils avaient plus de blé en Palestine. Et là, ils étaient frugaux. Je veux dire, et c'est là qu'ils posaient des problèmes. Et c'est là qu'il y a eu un conflit, du reste, entre le Xe siècle avant notre ère et le 5e siècle. C'est que pendant ces périodes-là, il y a eu des problèmes climatiques. Il y en avait régulièrement, pas aussi fort qu'au XIIe siècle avant notre ère. Il y en a quand même pas mal. Et les Juifs qui étaient là disaient depuis que vous nous avez imposé votre nouveau Dieu, donc ils parlaient à leur chef, ça va pas du tout. Il y a des guerres, les récoltes sont mauvaises. D'où avant on avait une reine du ciel qui était très efficace pour les récoltes. Et qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que tout le monde était polythéiste pour des raisons politiques. Le roi David ou le roi Jéroboam qui était au nord, peu importe, c'est des détails d'histoire importants par ailleurs, mais pas pour ce qu'on dit là, voulait imposer un Dieu plus fort et un Dieu unique. Et c'est l'exil de Babylone au moment où les Babyloniens ont envahi Jérusalem, c'est ça une partie de la réponse, qui fait que 200 000 Juifs ont été déportés à Babylone. Là, ils ont rencontré un autre type de religion beaucoup plus proche du monothéisme, qu'on appellera plus tard le zoroastrisme ou le mazdanisme. Donc là, ils se sont confrontés à une nouvelle divinité. Ça correspondait en partie à ce qu'ils attendaient avec Yahvé. Et là, ils sont devenus monothéistes. Et on voit très bien comment, à partir du 4e et 5e siècle avant notre ère, les Juifs sont devenus monothéistes. Jusqu'au 1er siècle de notre ère. Je vais essayer de la faire courte là, parce que là, les Juifs occupaient toute la Méditerranée, ils représentaient à peu près 8% de la population romaine. Les chiffres peuvent varier, c'est des chiffres anciens. Il y a toujours des discussions, mais c'est une population extrêmement importante. Et déjà à l'époque, l'élite romaine était intéressée par le monothéisme. À la fois, la plupart des Romains trouvaient extrêmement impie cette espèce de monothéisme qui venait d'Orient, comme ils disaient. C'était même des espèces de, pour eux, c'était des superstitio, comme on dit en latin, des superstitions donc. Le monothéisme était une grande superstition, mais certains étaient intéressés par le monothéisme qu'ils trouvaient plus sophistiqué, plus intéressant, plus intellectuel, toujours compliqué à dire, que le polythéisme des païens entre guillemets, bien sûr. Et donc, quelque part, l'hypothèse que moi je fais, il n'y aura jamais de preuve, c'est que c'est le monothéisme juif qui aurait dû se développer. Et là, il y a eu une crise. Et la crise est très importante. Alors, pourquoi je dis c'est le monothéisme juif qui aurait dû se développer, c'est que Jésus lui-même, qui était juif,
ne cherchait pas tant à créer une religion pendant sa vie, il cherchait à purifier le judaïsme, comme beaucoup de gens cherchent à purifier les religions. Et il a eu des gens qui l'ont suivi, il y a eu son frère Jacques, il y a eu Paul, et puis il y a eu Pierre, et Paul a été celui qui a le plus développé la pensée de Jésus, mais c'était pas encore du christianisme. C'était une forme de judaïsme prosélyte qui existait déjà depuis 200 ou 300 ans. Et quand, en 70, il y a eu l'attaque des Romains contre Israël à cause de la révolte des Zélotes, ces trois personnages-là étaient morts, donc Jacques, Pierre et Paul étaient morts, et le christianisme n'aurait jamais dû réussir. Et puis le temple disparaît, il est détruit par les Romains, et dans le temple, il y avait la caste des prêtres. Et en faisant disparaître le temple et la caste des prêtres, on détruit complètement tout le système de fonctionnement du judaïsme. Et là, entre les Juifs, il y a eu un choix à faire. Donc c'est une crise énorme, hein, c'est une guerre correspondant, on va dire, à l'Ukraine ou à toutes les guerres qu'on a connues, qui sont des crises extrêmement importantes puisqu'on détruit le cœur du système. Et là, certains Juifs ont dit, on va se recentrer sur notre cœur de métier. Donc, on va se recentrer sur la Torah, sur ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, sur les règles, qui sont devenues 613 règles après, et sur les rites de purification. Et d'autres ont dit, ah mais non, pas du tout, si on fait ça, on va mourir. Il faut se développer, au contraire, il faut utiliser tout notre système qu'on a autour de la Méditerranée, c'est quasiment des plateformes de diffusion que sont les synagogues. Et au sein des synagogues, entre le 1er et le 2e siècle, il y a eu des débats entre deux tendances juives. Je simplifie évidemment tout ça, et ça n'a jamais été pensé comme ça en tant que tel. L'une et les plus traditionnalistes centrés sur la Torah ont éjecté des synagogues les juifs qui voulaient être prosélytes, parce qu'ils voulaient en même temps supprimer la cacheroute et les règles alimentaires, ils voulaient supprimer la circoncision, ils voulaient simplifier les rites, et en plus ils acceptaient la résurrection des morts, ce qui était vrai pour une fraction des juifs depuis à peu près 300 ans, depuis les Maccabées, ce qui permettait d'avoir une religion beaucoup plus acceptable pour les Grecs et les Romains. Donc ils se sont disputés, ils ont éjecté les modernistes, tout ça entre guillemets, des synagogues, ils ont créé à leur tour leur propre lieu de culte et c'est devenu les églises. Et c'est à partir de cette crise que le christianisme a commencé à émerger entre la fin du 1er siècle et le 2e siècle. Et il a mis encore 2 ou 3 siècles à se développer. Et c'est une 4e crise. La première, c'est la crise climatique du cuivre. La 2e, c'est la crise de l'exil. La 3e, c'est la crise du temple. Et la 4e, c'est une crise monétaire au 4e siècle. Constantin était devenu empereur de Rome, mais la monnaie n'avait plus que 2% de métal. Donc, elle n'avait plus aucune valeur. Il ne pouvait plus payer les armées romaines qui étaient sur la frontière entre le Rhône, le Danube et puis le Tigre et l'Euphrate. Or, il a trouvé un truc. Tout ça, c'est raconté par moi. C'est plus subtil que ça dans la réalité, mais ça a été de dire, bon, je vais me convertir au christianisme. Comme ça, c'est dit par un historien extraordinaire dont le nom m'échappe tout le temps, ça m'énerve beaucoup, mais c'est comme ça, j'arrive pas à retenir son nom. C'est le neveu d'un anthropologue très connu. Enfin bon, c'est comme ça, il y a des trous de mémoire que je ne peux pas contrôler. Et donc, il raconte ça très bien et il dit, il va se convertir au christianisme. À ce moment-là, le paganisme n'est plus la religion officielle. Et donc, je vais pouvoir piller l'or des temples des païens et je vais revaloriser ma monnaie. Et de fait, Constantin a pris tout l'or des idoles, ça c'est les chrétiens qui disent ça, mais des sculptures, ou de toutes les sculptures ou les richesses en or des temples, il l'a transformé en monnaie, il a fondu l'or, il a fondé, et en fondant l'or, il a créé une nouvelle monnaie, le solénum, donc c'est devenu le sol, il a revalorisé sa monnaie, et il a reconquis sa puissance. Donc c'est grâce à sa conversion qu'il a pu piller les temples païens. Et donc il s'est allié aux chrétiens, lesquels chrétiens ont commencé à investir l'administration romaine, sont devenus une quasi-administration de substitution à l'Empire romain. Et à partir d'Augustin, vers la fin du IVe siècle à peu près, on parle même plus grec. Augustin ne parlait que latin. Et il va y avoir un empire romain latin et un empire romain qui partira ensuite vers Byzance et Constantinople, qui sera l'empire oriental. Et donc à chaque fois, c'est ça le point intéressant, à chaque fois, c'est moi qui le résume comme ça, j'ai pris 4 grandes crises. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre le marché des dieux, parce que quelque part, à chaque fois, c'est une bataille entre d'abord des dieux polythéistes, qui sont plutôt intégrateurs du reste, qui s'intègrent à d'autres divinités, puis une bataille entre le polythéisme et le monothéisme,
puis après ça entre deux monothéismes, et au final, quand le monothéisme chrétien s'est développé, à la suite de toutes ces crises, quelque part, qui sont passées sur 1400 ans, 1600 ans, ils ont intégré une partie aussi des pratiques polythéistes païennes, avec par exemple les cierges, l'eau bénite et tout ça. Et donc on voit bien qu'une crise, c'est à la fois une source de succès et de solutions pour une partie de la population, mais c'est bien évidemment une source de perte et de disparition pour d'autres parties de la population. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, on a du mal. Enfin, moi, je connaissais pas forcément l'origine des deux religions, enfin des deux grandes religions monothéistes. Il y en a une autre qui est l'islam, mais c'est une autre histoire encore. C'est la suite, oui. C'est la suite, voilà, c'est ça. Il y a une question que je me pose et que je trouve intéressante quand on est dans une situation de crise, parce que, en fait, j'ai lu par ailleurs d'autres anthropologues plutôt américains qui disent en particulier que l'une des plus grandes crises que l'on connaît au XXe siècle, c'est l'essor de l'individualisme versus le culte religieux, en expliquant que on peut ne pas être religieux mais quand même reconnaître que pendant 2000 ans ça a permis d'avoir une société où il y avait beaucoup de guerres, où il y avait beaucoup de morts, où il y avait beaucoup de choses, mais néanmoins avoir une société après construite avec des gens qui savaient quoi croire, même si on leur disait ce qu'il fallait qu'ils croient. Aujourd'hui, on est une société hyper individualiste où les gens sont un peu perdus, et on voit un retour dans la société actuelle. Alors, pas tant du religieux, même si on voit des extrémistes religieux renaître ici et là, mais aussi tout un essor ce qu'on appellerait du développement personnel, c'est-à-dire avoir des croyances pour pouvoir trouver de l'espoir quelque part. Je ne sais pas si ce lien fait du sens. Ah, si, tout à fait. C'est un lien. Enfin, là, actuellement, tout ce que tu viens de décrire, pour moi, relève des croyances. Et c'est pas du tout un mot péjoratif pour moi. On ne peut pas vivre sans croyances, y compris moi. J'ai sûrement des croyances. Quand je sors de mon rôle d'anthropologue, je peux croire par exemple que ce que je raconte est utile ou est efficace, c'est une croyance. Alors j'en suis pas sûr du tout par ailleurs, mais là ce que tu viens de décrire, c'est des croyances. Donc on est passé, on a eu effectivement le judaïsme, quand on prend les religions du livre, ce qu'on appelle d'abord le judaïsme, puis après ça le christianisme, et puis ensuite l'islam. Et l'islam est probablement né, je suis pas un historien des religions, donc je l'ai lu, mais je l'ai pas tout retenu. Oui, bien sûr. Mais quand Jésus est mort et que son frère Jacques, ou son cousin sur la tradition protestante ou catholique, est arrivé à Jérusalem, il a créé des communautés, et quand il a été tué avant 70, dans les années 60 de notre ère, ils sont partis. Ils ont fait le tour de la mer Rouge, ils sont arrivés de l'autre côté, ce qui correspond à l'Arabie aujourd'hui, pour aller à Médine, etc. Et là, il semblerait donc au VIe siècle que Mohammed ait rencontré ces communautés juives et qu'il était en partie influencé par ces communautés juives qui étaient probablement des juifs qui se référaient à Jésus. Tout ça étant approuvé après, mais c'est intéressant comme filiation. Et à partir de ça, se sont développées ces religions-là. En parallèle, il y avait toutes les religions indiennes, il y avait toutes les religions chinoises, qui sont peut-être plus pragmatiques, mais qui existaient bien, et les religions sud-américaines, on dirait aujourd'hui, ou nord-américaines, bien sûr. Donc le monde était plein de croyances. À partir du 19e siècle, et c'est lié au développement des sciences, à la révolution industrielle qu'on a évoquée tout à l'heure, il y a eu une croyance qu'avec la science, on allait résoudre tous les problèmes. C'est aussi une forme de croyance, ce n'est pas une critique de la science de dire ça, mais à partir d'une science qui s'est développée avec notamment les sciences expérimentales, il s'est développé une croyance à l'intérieur duquel, du reste, on avait des pratiques pour moi assez classiques de l'animisme ou du paganisme. Il y a des mélanges parfois dans les croyances de toutes les religions en réalité. Et je parle pas du discours théologique qui est toujours très spécial. Je parle des croyances générales. Et là, il s'est développé au milieu du XXe siècle une nouvelle croyance, parce que c'est une croyance qu'on a appelée l'individualisme. Et on a oublié, c'est ça qui est intéressant, et on a oublié, alors il s'est développé parce que, on peut dire parce que, c'est compliqué à dire, mais parce que se sont développées les villes. Et il faut comprendre que tant qu'on est en société agraire, c'est le sentiment collectif qui domine. Parce que dans les sociétés agraires, il y a un contrôle social très fort. Ce sont des communautés où tout le monde contrôle tout le monde.
Ça, je l'ai bien vu. Je te coupe rapidement, juste, pardon, mais juste pour dire que pour ceux qui ça intéresse, et qui parlent anglais et qui ont accès à Internet, mais a priori, voilà. Il y a un documentaire qui s'appelle The Century of Self, qui est un documentaire en anglais, qui dure quasiment 4 heures, qui est découpé en plusieurs morceaux, qui existe et qui est disponible gratuitement sur YouTube. Donc si vous voulez savoir comment s'est mis en place l'individualisme, ce documentaire-là est vraiment, vraiment passionnant. Il explique particulièrement bien l'installation du capitalisme, etc., etc. Pardon, je t'ai coupé, mais... Non, mais je le connais pas, mais je trouve ça très intéressant. Eh ben, c'est très, très bien, si tu le regardes. Je fais une autre parenthèse dans la parenthèse. Pour moi, l'explication par le capitalisme, je la fais très peu. Je l'ai faite quand j'étais plus jeune, à une époque où j'utilisais le marxisme entre 20 et 30 ans. Et depuis, j'ai abandonné, d'une part parce que dans le marxisme, il y a un côté, ce qu'on appelle parousiaque. On nous promet une parousie qui n'existe pas, puisque ça a créé le stalinisme et donc les systèmes totalitaires. Et donc, il y a un côté messianique dans le marxisme. Par contre, ce que j'ai gardé du marxisme, c'est évidemment toutes les formes d'impérialisme ou les formes de géopolitique ou les formes d'accumulation, etc. Ça, c'est vrai. Mais j'explique plus les changements et le résultat est le même à la fin, mais avec une autre explication du 19e et du 20e siècle par l'énergie. Je trouve ça beaucoup plus explicatif parce que pour moi, il n'y a pas d'essence. L'explication par le capitalisme, elle est très essentialiste. C'est comme s'il y avait une société par essence mauvaise qui serait le capitalisme. Et ça me rappelle trop les modèles de croyances chrétiens où l'homme est mauvais. On a eu des tendances chrétiennes où on dit l'homme est mauvais par essence. Il y a que Dieu qui peut le sauver. L'homme est un loup pour l'homme. Et voilà. Et ça, c'est c'est encore une autre façon de le traiter, mais c'est vrai. Donc, pour moi, j'essaie d'éviter les essences. J'utilise le mot capitalisme dans un sens assez précis à ce moment-là, grâce au charbon. Ça a permis les industries qui ont permis qui ont demandé beaucoup d'investissements en capitaux et qui ont permis aussi beaucoup de profits. Donc c'est l'énergie qui est à la source de ça, mais les hommes sont les mêmes, avec des gens qui vont bien utiliser ou mal utiliser cette nouvelle richesse et d'autres qui vont essayer de se l'accaparer. Aujourd'hui, la bataille qu'on voit au niveau mondial, c'est une bataille pour l'accaparement des ressources entre la Chine, la Russie, les États-Unis et une partie de l'Europe. Le jour où l'Europe sera unie, si elle y arrive un jour, l'Europe sera la première puissance mondiale ou pas loin. En tout cas, pendant un certain temps, avant que ce soit la Chine ou l'Inde. Mais le point intéressant, c'est d'éviter, pour moi, j'essaye d'éviter d'essentialiser le capitalisme. Il n'y a pas une essence bonne ou mauvaise du capitalisme, ce sont les gens, les hommes qui sont bons ou mauvais et qui enquiquinent les autres. Et c'est pour ça que expliquer après ça l'arrivée de l'individualisme, c'est en valeur, c'est en croyance. C'est vrai qu'avec le développement de l'industrie, on a eu le développement des villes, et avec le développement des villes, on a eu le développement de plus de liberté individuelle, qui a donné l'illusion que tout d'un coup, on était en société individualiste, sans communauté. Et on a oublié plusieurs choses, et notamment on a oublié que dans les villes, il y avait aussi des formes de liens sociaux, et que ces liens sociaux se créaient à travers des normes. Et toute société est structurée avec des normes en disant qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit ou qu'est-ce qui est prescrit. C'est les 3 bases de toutes les normes sociales. Et donc, il y a eu ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu la croyance qu'on s'était développé de façon individualiste. Mais c'est une croyance. Les crises actuelles nous rappellent que nous ne sommes pas du tout des sociétés faites d'individus. Nous sommes des sociétés soumises à des crises qui nous gouvernent, à des crises qui nous dominent même à certains moments. Ce sont les 5 crises dont on a parlé depuis le début entre le climat, l'économie, le monétaire, le logistique et les guerres, par exemple, ou les batailles sociales. Donc, on n'est pas du tout, en termes d'existence fondamentale, on croit qu'on est individuel dans une société très collective en réalité. Mais on ne le voit plus. Et là, l'émergence des crises aujourd'hui nous rappelle qu'on est dans un système collectif et tout le monde dépend de tout le monde. Et donc, la crise actuelle, c'est une crise de la croyance de l'individualisme. Mais c'est une croyance individuelle. Comme sociologue, je n'ai jamais cru qu'on était en société individualiste. Sauf en termes de croyance, bien sûr. J'ai toujours montré au contraire quelles sont les contraintes qui nous gouvernent et comment on joue avec ces contraintes, plus ou moins. À l'inverse, les sociétés asiatiques, moi je travaille depuis 25 ans en Chine, c'est vrai que là, on a à la fois une croyance dans la force du collectif, beaucoup plus que chez nous.
C'est vrai que le christianisme a développé probablement, à partir de la Renaissance, cette croyance dans l'individu et de la personne, ça c'est vrai. Et pour moi, une croyance, c'est pas négatif, hein. C'est une croyance et les valeurs d'une société. C'est celle à laquelle on adhère. J'adhère aussi à celle-là, hein. Mais en Chine, c'est vrai qu'on est frappé de voir que les valeurs, les croyances, c'est plus le collectif. Et même l'urbanisation n'a pas fait sauter le collectif. Par contre, ce qui est en train de se passer partout, et on le voit en Chine évidemment, mais c'est partout pareil, sauf que c'est plus contrôlé dans les systèmes démocratiques, les nouvelles technologies de la communication sont des systèmes de contrôle extraordinaires, et le Covid-19 nous a montré comment des pays comme la Chine, comme Singapour, même comme Taïwan, Hong Kong, la Corée du Sud pouvaient imposer, grâce au téléphone mobile, grâce à la reconnaissance faciale, grâce à l'ADN pour la Chine, grâce aux différentes applications qu'on met dans le smartphone, comment on pouvait contrôler la vie privée des gens. Et ces technologies, elles existent aussi bien en Chine qu'aux États-Unis qu'en Europe. Simplement, en Europe, elles sont contrôlées. La CNIL, par exemple, en France, peut dire, attention, vous rentrez trop dans la vie privée. En Chine, il n'y a aucun contrepoids à l'usage de ces nouvelles technologies. C'est ça la grande différence. On est revenu au contrôle du village, pour faire une jolie métaphore. Et pour revenir sur ces croyances, donc je parlais tout à l'heure effectivement de vouloir s'en sortir à travers des croyances. Il me semble que une des choses que tu as analysées également au Congo en particulier sont la sorcellerie. Et est-ce que la sorcellerie, c'est aussi peut-être une manière ou une tentative d'expliquer le monde ou les mouvements qui sont autour de nous? C'est un peu mon hypothèse, c'est-à-dire, moi je parle toujours sous forme, je fais beaucoup d'observations, c'est vraiment mon travail, c'est de faire des enquêtes. Si j'ai pas fait d'enquête, j'ai un peu de mal à parler. Et puis à partir de ça, je fais des hypothèses explicatives, parce qu'une explication, c'est toujours plus hypothétique, on n'a jamais de preuves à 100%, et surtout dans les comportements humains. Mais c'est vrai que quand j'ai travaillé sur la sorcellerie dans les années 70 au Congo, au début je voulais pas, j'étais dans un village qui s'appelait Sakameso, et je voyais bien qu'il y avait des histoires de sorcellerie, mais moi je me trouvais trop rationnel pour travailler là-dessus. Puis finalement, c'est tellement important que je me suis dit, faut que j'y aille. Donc je me suis fait raconter des histoires, mais jamais au village, hein. Parce que parler de sorcellerie, c'est risquer de se faire attaquer à son tour. Donc on m'a raconté ça, on venait me voir à Brazzaville, ou quand on était en route en dehors du village. Et petit à petit, j'ai compris que la sorcellerie, c'est pas du tout ce que je croyais. Évidemment, il y a des fétiches, il y a des sorts qui sont jetés, il y a des gens qui jettent des sorts. Mais c'était surtout un système explicatif qu'on pourrait appeler de type paranoïaque, c'est-à-dire on se sent persécuté et puis on a des malheurs. Par exemple, il y a des gens qui meurent, il y a des fausses couches, il y a des animaux qui meurent, il y a des mauvaises récoltes. Donc à chaque fois, quand il y a un malheur, il faut lui trouver une explication, lui donner un sens. Et traditionnellement au Congo, on attribuait la source des malheurs à l'oncle maternel. Pourquoi l'oncle maternel? Parce que c'est un système de parenté matrilinéaire, c'est-à-dire que la filiation passe par les femmes, mais le chef de famille, c'est le frère de la mère, donc l'oncle maternel. Voilà, on a fait un petit peu d'anthropologie de la parenté en passant. Et donc, dès qu'il y a un malheur, on accuse l'oncle. Et l'oncle, lui, à chaque fois, il se défend. Et on essaye de faire la part des choses, savoir effectivement qui est-ce qui a la source du problème. Mais le point principal, c'est que à chaque fois qu'il y a un malheur, il faut lui attribuer la source, même si quelqu'un meurt, même s'il est âgé. Forcément, s'il est mort, c'est que quelqu'un lui a envoyé une forme d'agression, ce qu'on appelle la sorcellerie. Et donc, quelque part, je me suis rendu compte que c'était une espèce de structure élémentaire de ce qu'on appellerait aujourd'hui les théories conspiratoires. C'est-à-dire que c'est quoi les théories conspiratoires? Vous avez des gens, des gros en général, qui sont cachés et qui tirent les ficelles comme des marionnettes. Et toutes les théories conspiratoires, qui sont tout à fait respectables en termes d'analyse, même si on peut ne pas les apprécier, mais on les comprend très très bien. Toutes ces théories conspiratoires qu'on voit surtout apparaître dans des moments de crise, justement. À chaque fois que vous avez crise, vous avez développement de ces théories conspiratoires qui conduisent le plus souvent à des demandes, voire à l'arrivée de régimes populistes. Et qu'est-ce que c'est qu'un régime populiste? Là aussi, il faut le prendre en termes neutres. C'est normal, le populisme. Un régime populiste, c'est une fraction de l'élite dirigeante. C'est pas le lumpen prolétariat qui va diriger ça. C'est une fraction de l'élite dirigeante qui va utiliser ces thèmes d'angoisse et ces thèmes conspiratoires pour dire, nous, on va vous résoudre tous vos problèmes. Et on va le trouver à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Et c'est ça le populisme. Donc on voit bien le lien qu'il y a entre le développement des crises. Et aujourd'hui, on a 5 voyants qui sont allumés en même temps. On n'a jamais eu ça depuis 1945.
On a déjà eu des crises diverses, mais là, on a les voyants économiques, logistiques, sanitaires, militaires, sociaux qui sont allumés. Donc, vous voyez l'angoisse que ça peut provoquer chez chacun d'entre nous. Et à partir de ça, on va dire « Ah oui, mais ça, c'est pas normal ». Et donc, forcément, il y a des gens qui tirent les ficelles et qui provoquent tout ça. Et on va dire, si même le Covid-19 a été provoqué par les laboratoires pharmaceutiques pour qu'ils puissent s'enrichir. Il y en a qui ont dit ça. Bon, pourquoi pas, mais il faut le prouver en tout cas. Hein. Et en général, la base est assez simple. La base, c'est il y a un malheur quelque part et il y a quelqu'un de l'autre côté qui gagne. Ah, ben on dit, puisque celui qui gagne, il y en a un qui gagne, forcément, c'est celui qui a provoqué le malheur. Mais l'inconnu, c'est bien le lien de causalité. Et c'est ça la place. C'est dans ce creux, dans ce vide de l'explication causale que va s'installer l'explication de type paranoïaque, donc, faut le prendre en termes neutres, peut-être pas clinique, hein, qui fait que on va expliquer par une conspiration des gros. Et avec un élément très fort pour moi, je sais que je suis face à une explication de type conspiratoire ou paranoïaque quand il n'y a aucune faille dans le raisonnement. Quand tout est cohérent, je suis à peu près sûr que là, on a une explication paranoïaque. Et très souvent, les gens disent pensent que la cohérence est le signe du vrai. Pas du tout. Au contraire, la cohérence, pour moi, c'est le signe qu'on est sorti de la réalité et qu'on a construit dans l'imaginaire un système clos qui va expliquer tous les malheurs du monde. Plus il y a de cohérence, plus on rentre dans la parano. Et à chaque fois qu'il y a des failles, pour ça, moi je vous dis toujours, je vous dis ça, mais peut-être qu'il y a autre chose. Tu vois bien, il y a un tel lien, mais les liens que je fais moi, on pourrait en faire d'autres combinatoires. Dans mon livre là sur le marché des dieux, je commence par une histoire comme ça de rabbin qui donne une explication. Son disciple va voir un autre rabbin, il revient voir le rabbin qui est en train de mourir, et le rabbin qui est en train de mourir me dit « Oui, effectivement, on peut dire autrement ». J'adore cette histoire, parce qu'elle montre qu'on peut toujours agencer de façon différente la façon d'interpréter l'histoire et la réalité. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cette version-là des choses, mais je suis extrêmement d'accord avec toi, c'est hyper intéressant, cette idée selon laquelle, parce que c'est cohérent, ou quand il y a trop de cohérence... Ah, c'est dangereux, pour moi c'est dangereux, oui. C'est vrai. Et puis les gens qui disent savoir. C'est-à-dire, moi, ce qui m'inquiète, dans une situation de crise dans laquelle on est là, qui est assez inédite en réalité, en particulier avec la disparition du vivant, en fait, il y a pas de réponse simple. Donc, il y a personne n'a la réponse, parce que sinon, la réponse, il y a bien longtemps que tout le monde l'aurait trouvée. Donc, il n'y a pas de réponse simple. En fait, en vrai, personne ne sait précisément comment on va pouvoir s'en sortir. Il n'y a jamais de réponse simple. Et à chaque fois qu'on nous dit qu'il y a une réponse simple, forcément, elle est fausse, hein. Mais oui, la solution, il n'y a pas de solution, mais en termes de méthode à chaque fois. Regarde, tous les deux, on discute. On mettrait 4 autres personnes, ils donneraient aussi d'autres éclairages. Et c'est en mettant 3, 4 ou 5 éclairages. Moi, je fais ça avec l'Observatoire de la consommation, qui a été créé par Philippe Moiti. Moi, je suis président du cercle de ça, mais c'est une présidence formelle, c'est pas très important. Mais on est 10 avec sciences de gestion, économie, psychanalyse. On a fait venir des historiens. Moi, je suis anthropologue. Et petit à petit, on construit une analyse de la situation. Alors qu'au point de départ, on partait complètement d'univers différents. Aujourd'hui, on se rend compte que quelque part, l'analyse de la société, elle passe par la prise en compte des valeurs, des représentations, des opinions d'un côté, les aspirations, les idéaux, comme dit Philippe Moiti, et de l'autre côté, il y a des contraintes qui fait que quand il y a une contrainte, si on a une forte contrainte de pouvoir d'achat, on ne pourra pas acheter du bio parce que c'est trop cher pour nous. On accepte ce jeu entre les deux. Et on voit que l'État aujourd'hui joue un rôle important dans la régulation de cette tension entre les contraintes et puis les idéaux. Et ça, on arrive à ces résultats-là parce que on a accepté tous de mettre entre parenthèses notre façon d'expliquer comme étant la seule bonne façon d'expliquer. Un dernier point que je voulais aborder avec toi, et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure de la croyance dans la science. On a bien vu, tu as fait référence au Covid, que les gens n'ont plus confiance dans la science, sauf si ça va dans leur sens, en fait, en réalité. Enfin, dans leur théorie, en tout cas. Et toi, je sais que tu as une forme de critique de la méthode scientifique. Et en fait, ce qui va être intéressant là, dans la manière dont tu vas répondre, c'est de critiquer la méthode scientifique tout en ne critiquant pas, tu fais bien ce que tu veux, mais la science, ou en tout cas d'acheter
d'ajouter de la poudre sur le feu sur toutes les théories conspirationnistes justement qui ne font plus confiance dans la science. Parce que moi je crois énormément à la science, mais je ne crois pas qu'il n'y ait qu'une seule méthode scientifique. C'est ça ma critique. Ma critique évidemment. Alors quand on dit la science, en fait on pense à quoi? On pense à ce qu'on appelle les sciences expérimentales. Mais on croit que c'est la seule forme de science, ou bien on pense aux analyses statistiques avec des corrélations et des pourcentages, et on pense que c'est de la science. J'accepte tout à fait que les sciences expérimentales d'un côté soient de la science. Moi, j'ai vu ça quand je travaillais en domaine agricole et quand à Madagascar, quand on faisait varier le taux d'engrais azotés ou phosphatés ou de la potasse, et suivant qu'on augmentait ou pas l'azote, on a vu des plus ou moins grands rendements. C'est une science expérimentale qui permet de dire, voilà la bonne formule d'engrais qu'il faut mettre pour augmenter la production de riz. Donc ça marche très bien les sciences expérimentales. Et j'ai même fait des enquêtes là-dessus, c'est tout à fait scientifique. De même, quand on fait des grandes enquêtes statistiques, ce soit à travers les sondages d'opinion, il y a une part de scientificité là-dedans qui ne me pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est que moi, je fais des enquêtes qualitatives, j'ai pas de chiffres dans mes enquêtes, j'ai pas de statistiques, j'ai pas d'expérimentation, et donc je suis entièrement dépendant de la situation. Et je dis, quand on fait des enquêtes, quand on ne maîtrise rien comme on les maîtrise en statistique ou comme on les maîtrise dans les sciences expérimentales, c'est une autre forme de science. Et je parle de la rigueur du qualitatif. Donc ma critique ne porte pas sur la science, ni même sur les formes de science. Elle porte sur la croyance qu'il n'y aurait qu'une seule forme de science. Voilà ma critique. C'est uniquement celle-là. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout en période de crise, les méthodes comme les miennes, qu'on appelle les méthodes inductives, c'est-à-dire qu'on part, on ne sait pas où on va. On n'a pas de problématique et d'hypothèse forte, pas du tout. On sait observer par contre, on observe ce qui émerge, on regarde quel effet ça a, quel autre effet ça a, et on cherche avec des méthodes, une méthode système, une méthode inductive, c'est-à-dire qui va petit à petit observer, avec des échelles d'observation qui montrent que suivant qu'on est sur des échelles très micro liées à l'individu ou très macro si on est en géopolitique, voire très micro si on est sur les gènes, les chromosomes ou l'ADN, eh bien on voit pas la même chose. Et que les effets de causalité ne sont pas les mêmes. C'est ça qui est très... Donc moi, je sauve la science en disant, attention, ne vous limitez pas à la science expérimentale, ne vous limitez pas à la science statistique comme on le fait beaucoup en économie avec de l'économétrie ou avec des modèles probabilistes qui sont extrêmement intéressants, je trouve. Ne vous limitez pas à ça. Acceptez aussi à côté une autre forme de science qu'on appelle qualitative et qui est tout à fait rigoureuse, qui évite de faire des fréquences, qu'il n'y a pas de fréquence en qualitatif, qui va montrer l'ambivalence de la réalité, alors que souvent on est en 0,1 dans les autres. Nous on dit pas du tout, attendez, il n'y a pas de réalité qui n'est pas de face, une positive et une négative. C'est extrêmement proche du modèle chinois, qu'on peut résumer avec le yin et le yang, mais tout le modèle chinois et beaucoup de caractères dans la langue chinoise sont des caractères où on met les opposés en même temps. Je prends juste un exemple simple, quand on veut dire combien, on va dire duo shao, ça veut dire beaucoup, pas beaucoup, et ça se traduit par combien. Et on a mis les deux caractères ensemble. Il y en a plein comme ça. La crise aussi, c'est très connu, peu importe. Donc ce qui est important, c'est de comprendre aujourd'hui qu'il faut laisser la place, d'une part, aux discussions pluridisciplinaires ou plurimétiers ou pluriformes d'observation. Il faut les mettre ensemble, il faut systématiquement qu'on soit ensemble pour discuter des angles d'observation différents avec des résultats différents et accepter qu'on soit en induction, c'est-à-dire qu'on démarre des observations sans savoir où on va et que ça, c'est rigoureux. Parce que justement, quand on est dans une situation inconnue et incertaine comme aujourd'hui, c'est pas la peine de faire des hypothèses, qu'on sait même pas où on est ni où on va. Donc, il faut apprendre à observer sans hypothèse. Et gardons nos hypothèses par ailleurs, on peut tout à fait les garder. Mais qui aurait été... J'entendais au début de la guerre en février là avec l'Ukraine, des militaires, parce qu'on a vu arriver les militaires après les médecins, on a vu arriver après les journalistes et après les économistes. Les experts ont varié tout au long du Covid, c'est intéressant. Hein. On a très peu entendu de sociologues ou d'anthropologues, peu importe. Et donc là, on a vu émerger les militaires. Il y en avait qui étaient comme les médecins. Comme certains médecins, pas tous du tout, hein. Comme certains médecins, ils ont dit, en 3 jours, Kiev, ça a pris. Et Kiev est toujours pas pris. Donc, qu'est-ce qu'on peut prévoir? Faire une hypothèse? Voilà. Il n'est pas prévu. Ce que m'avait dit, par contre, un ancien étudiant qui est roumain, il m'avait dit dès le début, oh, vous savez, l'armée russe, elle est peut-être pas si forte que ça, ils boivent beaucoup, ils font du trafic de pièces de rechange, c'est pas sûr qu'elle aille très loin. Lui, roumain, il savait que, alors, j'avais aucune preuve de tout ça, mais je l'ai gardé, cette information. Il savait que l'armée russe était peut-être pas aussi forte qu'on le croyait, par exemple.
Donc, ça demande ça confirme l'idée qu'il faut croiser les informations, et surtout les sources d'informations et les métiers et les disciplines. Parfait, hyper intéressant. J'ai une dernière question qui est classique, mais comme ce podcast s'appelle Vlan, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. Ah ben moi, je ferme jamais les portes. Au contraire, je trouve ça très intéressant, cette idée d'ouverture. Quand je termine un livre, si je peux, si l'éditeur me le laisse, ou un article, je fais ouverture. Et pour moi, aujourd'hui, l'ouverture, c'est un peu ce que je viens de dire, c'est d'arriver à intégrer plus de façon de raisonner, de façon de réfléchir, notamment qualitative, dans la façon de traiter soit les problèmes de politique publique, soit les problèmes de développement des entreprises, soit les problèmes d'équité sociale, et soit surtout les problèmes écologiques aujourd'hui. Je pense qu'on a une espèce de... Là, je viens de citer 3-4 pôles qui demandent vraiment d'intégrer des nouvelles méthodes de raisonnement, et même les gens qui ont une vieille tradition d'intérêt pour l'écologie, je trouve qu'aujourd'hui, souvent, ils se trompent parce qu'ils n'ont pas vu l'ensemble des autres facteurs qui étaient liés au développement d'un développement plus soutenable ou plus frugal. Et donc, ça demande vraiment, là aussi, quel que soit le thème, la justice, l'écologie, l'efficacité économique, pour prendre les 3 pôles centraux, quels que soient ces 3 thèmes, il faut absolument ouvrir la façon de les aborder. Et je trouve très bien, c'est une conclusion finale rigolote, je n'ai pas pensé à ça, que le gouvernement, après ça on verra ce qui se passe, ait pris 2 personnes qui n'y connaissaient rien en écologie. Ça va peut-être leur poser des problèmes par rapport au groupe de pression écologique, mais peu importe. Parce que justement, ils vont aborder le problème différemment. S'ils l'abordent bien, s'ils l'abordent, et s'ils veulent vraiment changer de politique. On a bien plus de chances de réussir avec des gens qui ne sont pas du milieu, parce que justement, au lieu de poser le problème comme on le pose depuis 10, 20 ou 30 ans et ça n'avance pas, eh bien, ils vont le poser autrement. Et donc, ils vont peut-être augmenter les chances de réussir. Intéressant comme point de vue. J'aurais pas pensé comme ça non plus. Donc c'est bien. Je veux dire, ce qui est intéressant, c'est c'est comme ça que je gagne. Je gagne le jour où, tiens, j'obtiens un angle auquel j'aurais pas pensé. Et souvent, il y en a qui m'énervent. Ah ben, si ça m'énerve, c'est que je l'ai pas vu. Donc, je vais regarder. Et c'est une vraie assaise. Il y a des fois, j'ai pas du tout envie. Eh ben, je vais regarder quand même qu'est-ce qu'il y a derrière. Et pratiquement à chaque fois, je trouve un truc intéressant. Donc, l'énervement, finalement, c'est un indicateur intellectuel pour moi. Ça m'énerve, c'est bon signe, voilà un angle que j'ai pas vu. Il y en a que j'abandonne, si c'est pour aller vers l'extrême droite, j'irai pas là-dedans. Non, c'est sûr. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. Écoute, c'est un vrai plaisir. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.